Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glodjigbi, c'est le pied. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Bonjour à tous et bienvenue à votre émission Le Point 7. C'est l'occasion pour nous de faire le point de la semaine. Cette semaine qui s'achève a été riche en actualité. La grosse information, c'est quand même la démission et le remplacement du ministre Swast Omeki qui, on l'avait dit ici, c'était permis, pendant qu'il est membre du gouvernement, de donner sa position à lui et non celle du gouvernement par rapport à la suscitation de la candidature, en tout cas d'un candidat, d'un sérieux prétendant au fauteuil présidentiel, même si ce dernier l'a, ne l'a pas confirmé, c'est dédit ou n'a pas du tout donné l'impression d'être en dessous de toutes ces suscitations-là. Nous allons connaître un peu de ce sujet aujourd'hui. Julien Kitty est en studio, bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Tagba, bonjour à tous les amis auditrices et auditeurs de Diaspora FM et aux amis internautes aussi qui suivent l'actualité à travers les différentes applications et plateformes digitales de Diaspora FM, de DNTV également. Je rappelle que vous êtes sur cette émission en tant que chroniqueur politique. Tout à fait. Je suis toujours dedans. Oui, bien sûr. D'accord, merci beaucoup. En face de vous, Ishola Djiguin, qui est avec nous aussi. Il est directeur de publication du journal Providential News. Bonjour. Bonjour Peggy Ludovic Tagba. Bonjour à toutes et à tous. Dites-nous déjà, comment vous avez pu être informé de cette démission-là? Comment c'est arrivé? Selon vous, comment c'est arrivé à vos oreilles? Bon, il faut dire tout de suite que aujourd'hui, je n'ai pas le blues, encore moins le moral dans les chaussettes comme au cours de la précédente émission. Vous avez la pêche. Oui, bien sûr. Et donc, passer cette boutade, je voudrais tout simplement répondre à votre préoccupation, savoir comment est-ce que j'ai pu avoir l'information. Écoutez, je l'ai eu comme beaucoup de personnes, comme tout le monde, à travers. J'étais même sur un reportage quand je l'ai reçu sur mon portable, je l'ai suivi, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, à travers les liens qu'on m'a envoyés de gauche à droite. Et puis j'ai cliqué, je suis allé m'imprégner, n'est-ce pas, du contenu de ces éléments. Et puis je me suis aperçu comme tout le monde que effectivement notre cher ami a démissionné, a ajouté le tablier, est parti du ministère, de la tête du ministère. Il était votre ami? Non, c'est pas mon ami, notre ami à nous tous, voyons. En tant qu'ami du peuple, voyons. D'accord. En tant qu'autorité dépositaire d'une parcelle de pouvoir étatique, il est l'ami de tout le monde. Voyons, il est votre ami, il est mon ami, il est celui de Julien Kitty, même si c'est au sens péjoratif du terme que je l'utilise, il est l'ami à nous tous, l'ami du peuple. Et donc, c'est comme ça, il est parti du département, de la tête du département des sports et loisirs. Donc, voilà comment j'ai pu, n'est-ce pas, prendre connaissance de l'information. Et vous y attendiez? Bon, il faut dire tout de suite que, il y a rien de nouveau sous le soleil, Je m'y attendais depuis fort longtemps. J'ai senti les prodromes, n'est-ce pas, de son départ, de la tête du département des sports, dès lors que lui-même. Donc, vous étiez dans l'économie des choses, il vous a il vous a soufflé quelque chose? Non, absolument pas. Je ne suis dans aucune économie et je ne suis non plus dans le secret des dieux, mais lui-même, il a annoncé les couleurs. Dès lors qu'il s'est fendu d'une déclaration il y a de cela quelque temps pour dire que c'est la candidature. C'était pas une déclaration formelle. Souvenez-vous. C'était sur sa page Facebook, je crois, qu'il s'est fait entendre sur la question. Oui, souvenez-vous qu'il l'a fait et tout le monde a appris que effectivement il est avec le candidat OB, Boko Olivier, et donc je m'y attendais.
Et voilà. Donc, il y a un candidat qui s'appelle Obé. Oui, Obé. Bokor Olivier. Vous certifiez qu'il est candidat. Et je me rappelle que nous en avons débattu sur ce même plateau. Il a dit qu'il n'est candidat à rien et qu'il n'a Moi, jamais demandé à quelqu'un de susciter sa candidature. Non, moi, je ne sais même pas pourquoi il se cache si tant, il trémousse d'autant de discrétion. Celui qui est, n'est-ce pas, a des ambitions présidentielles, devait, n'est-ce pas, avoir la baraka d'aller vers les populations, aller vers les jeunes et leur parler de sa candidature, de ses prétentions. Et je ne sais même pas pourquoi, jusqu'à présent, c'est vrai que, entre-temps, il s'était fait passer par personne interposée. Et je parle notamment de Malek Hossou, qui était venu à la télévision dire aux jeunes qui lui a dit qu'il est candidat. Donc moi, j'ai trouvé ça un peu gauche. Je l'ai trouvé un peu, comment dirais-je, j'ai senti finalement que ni l'un ni l'autre n'a eu le courage, n'est-ce pas, de venir affronter la population pour lui dire, effectivement, voilà, mon candidat, voilà, j'ai des prétentions, j'ai des ambitions présidentielles et tout. Donc, je ne sais pas pourquoi. Quelqu'un du genre, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Je me pose la question. Peut-être que cela obéit à une stratégie politique. Parce que on vous connaît au Bénin, dès qu'il va exprimer ouvertement ses ambitions, vous pouvez commencer par rentrer dans des considérations ou dans des actes pour l'empêcher d'atteindre ses objectifs. Écoutez, il est resté pendant longtemps dans les rouages du pouvoir. Il doit pouvoir être à même, mieux que quiconque, n'est-ce pas, et savoir que en politique, il faut se préparer. Et comme le dit aussi Jean Mélenchon, il faut se préparer à donner beaucoup, à recevoir beaucoup de coups et aussi se préparer à en donner suffisamment. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, jusqu'à présent, ils n'ont pas eu la baraka, ils n'ont pas eu ce courage, n'est-ce pas, d'aller parler aux jeunes qui suscitent leur candidature. Et je me rends compte aujourd'hui que notre cher ami, je l'appelle encore ainsi, Omeki, c'est certainement pour aller diriger la direction de campagne des candidats suscités, OB, puisque c'est vrai que lui-même n'a pas encore eu le courage de lever le petit doigt pour dire, bon, effectivement, j'ai des prétentions au sein du parti politique dans lequel il évolue. Là-bas aussi, il y a des gens qui, n'est-ce pas, ambitionnent être candidats aussi. En son temps, comment est-ce que cela pourra se faire? Oui, ainsi. Et tout le monde attend aujourd'hui le président Patrice Talon. Comment est-ce qu'il pourra démêler ses chevaux en son temps? On attend de voir tout ça. Comment pourra-t-il démêler ses chevaux? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce que c'est lui qui va désigner le candidat du parti ou comment ça va se passer selon vous? Jusqu'à présent, je crois bien qu'il a le dernier mot. Il a encore toutes les cartes en main. Est-ce qu'il est membre du parti? Il n'a pas besoin d'être membre du parti, mais il est président de la majorité présidentielle, le leader charismatique du parti, l'UP, qui fait partie, n'est-ce pas, de la majorité présidentielle. Et à partir de ce moment-là, je crois bien qu'il a le dernier mot. Et en son temps, je crois bien qu'il pourra peser de tout son poids pour choisir celui qui répond à ses aspirations. D'accord? Et celui qui ne pourra pas demain l'embêter ou commencer ou suivez mon regard. Oui, suivez mon regard. Celui qui ne pourra pas l'embêter, assurer suffisamment ses arrières pour qu'il n'y ait pas de problème demain. Et donc voilà. Et je le trouverai, n'est-ce pas, le cas échéant normal, dans une telle posture, de choisir. À sa place, je ferai la même chose. Et donc, on attend de voir tout ça d'ici à là. Donc vous voulez dire que le président Patrice Talon est membre du parti Union progressiste? Je ne dis pas qu'il est membre je n'ai aucune certitude que le président Talon est membre du parti UP, mais il est, en tant que président de la République, il est le leader charismatique, n'est-ce pas? Leader charismatique des partis politiques. Moi, je voulais que vous réunis au sein de la majorité présidentielle. Je voulais que vous m'aidiez à comprendre quelque chose. Ne me faites pas dire ce que non, excusez-moi, je veux bien comprendre. Comment peut-on décider des desiderata d'un parti dont on n'est pas membre? C'est comme je vous l'ai dit, c'est le leader charismatique de tous les partis politiques appartenant ou réunis au sein de la majorité présidentielle. D'accord. Ça, on ne peut pas le nier. Donc, à partir de ce moment-là, mais le monsieur a toutes les cartes en main. En son temps, je crois que face
à la cacophonie des ambitions, il pourra bien faire le jeu qu'il faut pour départir les uns et les autres et choisir le candidat unique derrière lequel tous seront bien obligés de s'aligner. Et voilà. Et d'où viendra l'obligation? C'est le président de la République qui a parlé, c'est le leader charismatique de la mouvance présidentielle qui parle et tout le monde, allez, chiens, vos vaches, couvées. Allons-y. Donc il a sa mouvance en main. Oui. En d'autres termes. Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à la dernière minute, dernière seconde. Il est resté taiseux à vous suivre, hein, religieusement. C'est sûr qu'il a, il s'est flanqué entre-temps, hein, de ses rivales. Monsieur Julien Kiti, dites-nous, je ne vais pas vous poser la même question qu'à Ishola Djigui, comment vous l'avez appris, mais comment on peut comprendre cette démission de Oswald Domeki? Je vous sais généralement renseigné. Dans quelles circonstances c'est arrivé? Est-ce que vous pouvez nous briser la glace? Parce que personne n'a eu les réelles circonstances de l'intervention de cette démission. Et je vous sais quand même généralement bien renseigné. Bon, je vous avertis que ce n'est pas parce que vous m'auriez passé suffisamment de pommade pour me mettre sur le piédestal de celui qui est le devin des choses cachées. Non, je vous l'ai toujours dit, peut-être que vous avez une boule de cristal qui vous aide à des occasions. Oui, ce n'est pas pour ne pas vous parler, mais c'est pour vous dire déjà que je ne vous dirai que ce que je sais, je ne resterai que dans les limites de ce que m'autorisent mes capacités d'analyse. C'est d'abord qu'il faut voir, comme bêtement je le fais toutes les fois que vous me posez ce genre de questions, il faut mettre ce qui se passe à l'aune de la loi d'abord pour dire à quoi ça ressemble. Il y a un ministre qui c'est pas bêtement, mais c'est basiquement. D'accord, comme vous voulez. C'était nécessaire pour moi, en tout cas. Pour ceux qui pensent que l'analyse n'a de part de virtuosité que dans les conjectures, je pense, moi, qu'il faut d'abord partir des règles qui organisent l'espace dans lequel on agit. À savoir que, au terme de notre Constitution, c'est un président de la République qui est élu, qui nomme ses ministres, donc des cadres qu'il appelle à ses côtés pour l'aider à mettre en application son projet de société et devenir programme d'action du gouvernement dans différents départements, différents secteurs. Il a estimé que Oswald Domeki ferait l'affaire pour développer les sports au Bénin et la loi lui donne l'autorisation de mettre fin à ses fonctions. La même loi donne l'autorisation à Oswald Domeki, à l'instar des autres ministres, de dire bon, je ne me sens plus en mesure, en capacité, en humeur de continuer à vous servir dans cette position. Et donc, Oswald Domeki a posé un acte que la loi l'autorise à poser. Maintenant, est-ce que c'est Oswald Domeki qui a démissionné ou est-ce qu'on l'a démissionné ou est-ce qu'on l'a limogé? Je ne pose plus la question parce que les voix autorisées, en tout cas officielles, ont dit c'est démission acceptée par le chef de l'État. La direction de la communication, la présidence de la République, a communiqué dans ce sens. Le porte-parole du gouvernement l'a dit, le secrétariat général du gouvernement l'a confirmé. Donc, à partir de ce moment, je m'en tiens à la version officielle parce que ça n'a pas d'intérêt pour moi de savoir s'il a démissionné ou s'il a été démissionné. Ensuite... Comment on démissionne quelqu'un? Oui, on démissionne quelqu'un. Démissionner quelqu'un, c'est pousser la personne à la démission. C'est-à-dire que vous mettez tout en œuvre pour contraindre la personne à abandonner, à jeter le tablier. D'accord? On peut ne pas vous limoger et on peut vous faire des reproches et vous instruire au regard de tous ces reproches-là pour dire vous feriez mieux si vous avez encore un minimum de dignité de partir de vous-même. Alors, maintenant, de façon tacite, si on s'en tient à quelques informations données par certains médias à qui il arrive d'être
très sérieux, de nous donner des informations sérieuses, à qui il arrive par moment également de nous balancer dans le décor des fake news, quitte à revenir, comme c'est très facile aujourd'hui de revenir pour dire le contraire de ce qu'on avait dit, pour dire les sources les sources généralement bien informées, nous ont induit en erreur. Bon, des histoires comme ça. Donc on dit, il se raconte. Moi, j'ai fait un exercice. J'ai essayé de voir le nombre de médias et d'activistes qui donnent souvent des informations, la proportion qui sont allés dans le sens de la thèse selon laquelle Oswald Omeki aurait été sermonné en Conseil des ministres, à la fin du Conseil des ministres, par rapport à sa sortie directe ou indirecte, faisant état de ce que Olivier Bokor serait le mieux préparé autour de Patrice Talon pour lui succéder. D'autres disent c'est de la stratégie, il a été libéré de ses charges ministérielles pour aller jouer un autre rôle pour la mouvance présidentielle, pour qu'elle s'en sorte en 2026. Certains ont dit, comme Ishola l'a dit tout à l'heure, que c'est pour qu'il puisse être libre d'aller prendre ses positions, ses quartiers, donc autour de Olivier Bokor. Olivier Bokor, dont la candidature probable est suscitée par beaucoup de personnes qui démissionnent par-ci, par-là, même dans les conseils communaux et tout. Donc ça devient la mode. Mais moi, quand j'ai fini par m'assurer de ce que, oui, c'est vrai, il a démissionné, si le gouvernement, dans sa communication, a dit la démission a été acceptée par le chef de l'État, ça veut dire que on a tout au moins convenu de nous faire retenir que c'est lui, Oswald Omeki, qui a écrit sa démission et qui a dit au chef de l'État, je ne veux plus rester dedans. Mais quand c'est comme ça, je tire maintenant mes hypothèses. Quand c'est comme ça... Là, c'est l'analyse qui prend corps maintenant. Très bien. Première, vous voyez le raisonnement, on est parti de ce que disent les lois, est-ce que c'est légal et tout. Après, on a fait les faits. Là, maintenant, on est dans les faits. Maintenant, on peut analyser. On va analyser les faits maintenant. Très bien, les faits qui sont sacrés. Mais on a toujours un problème, Julien Kitty. On n'a pas pu situer la survenance des faits. On n'a pas la réalité des faits. Non, vous ne pourrez pas avoir la réalité des faits tant que je ne vous aurais ou quelqu'un ne vous aurait dit. J'étais dans la salle. Oui, voilà, j'étais dans la salle. J'ai assisté aux échanges. Et même si vous aviez écouté quelqu'un qui a assisté à la séance, qui aurait vu le chef de l'État en train, je vais parler français de C1, en train de gronder son ministre, observez que qui vous dit qu'en stratégie politique, ça ne peut pas être décidé de faire comme ça? Qui vous dit que, est-ce que même celui qui est dans la salle... Ça, c'est une hypothèse. Est-ce que celui qui est dans la salle peut rentrer dans la tête du chef de l'État? Rappelez-vous, lorsque nous avions fait ici un débat où vous avez mis comme sujet la déclaration de Oswald Omeki, la réplique de Joseph Diogbenu, je vous avais dit quelque chose. Quand vous retournez à cette émission, je vous avais dit, lorsque je parlais de courage politique de Oswald Omeki, j'ajoutais que, face à certains qui disaient que il a signé son départ du gouvernement, qu'on pourrait l'enlever, j'ajoutais que si le chef de l'État l'enlevait du gouvernement pour cette raison, dans ce timing-là, très rapidement, pendant qu'il avait fait ça, ça allait manquer d'élégance du côté du chef de l'État. Vous vous rappelez, je vous avais dit ça. Tout à fait. Mais que s'il en arrivait à être enlevé plus tard, je ne crois pas que le chef de l'État, le président Patrice Talon, puisse être heureux qu'on dise que c'est pour ça qu'il a enlevé son ministre. Il se fait, dans le cas d'espèce, que les gens ont dit, les journaux ont écrit, sur les réseaux sociaux on suppute, mais le président Patrice Talon, qui a souvent assumé ses positions, même quand on supputait en disant que le ministre, comment il s'appelle, Séverin Quenome, n'était plus au gouvernement parce qu'il y aurait eu un problème entre lui et le chef de l'État. À la faveur de la visite au Bénin, d'une conférence de presse conjointe entre le président Patrice Talon et le président Paul Kagame. Non, c'était avec Bazoum, je crois, où il a dit
que l'équipe est encore là. Non, c'était avec Kagame. Bon, alors. Parce que j'y étais personnellement. Voilà, que son ministre, jusqu'à preuve du contraire, Séverin Kounom était encore ministre au gouvernement. Que ça pourrait changer à tout moment, tout à l'heure, ou demain et tout. Voilà. Ça veut dire que ce n'est pas... C'est là où il avait lâché la balle. Ça veut dire que ce n'est pas un président qui cache ses intentions, même quand vous n'êtes pas d'accord avec lui. Même par rapport, dans ce pays, quand il a voulu soutenir la révision de la Constitution, même quand ça ne marchait pas, il disait, moi j'ai voulu. Maintenant, pourquoi, actuellement, ni le chef de l'État, ni le porte-parole du gouvernement, ni le communiqué du secrétariat général du gouvernement ne mentionnent la moindre faute qu'aurait commise le ministre Oswald Omeki et qui aurait eu pour conséquence qu'il soit parti du gouvernement. Encore que, s'il y avait eu faute comme ça, faute grave, qui aurait porté atteinte à la cohésion gouvernementale et qui aurait suscité une certaine colère du chef de l'État, 3 questions qu'on se pose. Pourquoi le chef de l'État n'a pas dit sa colère, n'a pas exprimé sa colère pendant que, dans le timing dont je parlais, au même moment ou juste la semaine où Oswald Omeki avait fait cette déclaration. Parce que la colère, les psychologues, les philosophes, et même les professionnels de la santé vous diront que la colère n'a de valeur et n'a la plénitude de son intensité que lorsque elle est produite, elle est exprimée dans un timing serré par rapport à l'acte qui a provoqué cette montée d'adrénaline en vous. Donc, vous voulez me dire... Oui, mais sauf qu'ici, le chef de l'État a pu juguler, contenir cette colère pendant un temps. Pendant des semaines. Voilà. D'accord. Avant peut-être que d'autres actes concurrents à la chose l'ont fait ressurgir. On ne nous a pas dit qu'il y a c'est une hypothèse. On ne nous a pas dit qu'il y a eu une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'observe et ça je salue donc la capacité de mon président de la République à garder une colère pendant des semaines et alors que rien ne l'empêchait à venir l'exprimer des semaines après, mais c'est son droit. Mais moi j'ai pas été dans la salle. Je vous parlais de 3 petites questions qu'il faut se poser. La première, pourquoi avoir attendu ce temps? Deuxième chose, pourquoi, si tant est que c'est une faute lourde que Oswald Omeki a commise et que ça a pu susciter la colère du président de la République, qu'il a rendu presque public parce que le Conseil des ministres, c'est quand même, je sais pas le nombre qu'ils font au gouvernement maintenant, c'est plus d'une vingtaine de personnes. Au moins 24. Et dans la salle de Conseil des ministres, il n'y a pas que les ministres qui sont là. Vous avez d'autres collaborateurs qui viennent avec des dossiers. C'est un peu comment ça se passe. Donc, que le chef de l'État ait voulu manifester sa colère devant ces personnes, il sait par exemple que ça va fuiter. D'accord? Alors, pourquoi avec tout ça, on n'a pas choisi la formule punitive pour la sortie de Oswald Omeki du gouvernement? C'est-à-dire que... On le limoge. On le limoge. Le chef de l'État en avait la possibilité. Supposons même que même dans le cas où il aurait par anticipation déposé sa démission, la promptitude avec laquelle le gouvernement dit le chef de l'État a accepté sa démission. D'accord. Mais après, ça veut dire qu'il y a eu un modus vivendi. Ça, tout porte à croire que il y a eu un modus vivendi, mais qui ne signifie pas forcément qu'il y a un deal malsain qui aurait été fait. Non. Ça qu'on se comprenne très bien. Oui. Ça peut être de l'élégance également que le chef de l'État est en train de mettre dans la gestion de ses rapports avec ses collaborateurs. Bon, vous ne voulez plus être, ne devenons pas des ennemis, j'accepte votre démission. Mais il a dit dans le cas de candidat Zanaï, j'accepte sa démission. Mais que c'est un ami. Je conserve son amitié. Très bien. Et il revendique même son amitié. Donc, ça pourrait être la même chose avec Oswald Omeki. Maintenant, est-ce que, pour conséquence, c'est la dernière question, est-ce que cela va avoir pour conséquence que Oswald Omeki s'explose, fasse éclore son génie politique entre griffes au service de OB? Au service de OB,
au service de Tantapion, je m'en fiche. Oui, puisqu'il s'est prononcé publiquement pour... Mais le problème, non, il a dit, il a dit, mais écoutez, lorsqu'on en avait parlé ici, on a dit, et si Olivier Bokor disait, je ne veux plus être candidat, ou bien que sa candidature fait flop, vous pensez que Oswald Nomeki donc va croiser les bras pour dire, je n'ai plus de carrière politique à gérer? Et une question qui est liée à cette troisième-là, qui est sous-jacente, c'est qu'adviendrait-il de l'avenir de Oswald Nomeki au sein de l'Union progressive, le renouveau? Parce que, qu'il vous souvienne que je vous disais que là, maintenant, il y a une guerre politique, que moi, je célèbre. Au sein des partis politiques, il peut y avoir de la concurrence. Il peut y avoir une guerre saine, la guerre d'idées. Et je me disais que le président de l'UP Le Renouveau et son staff n'allaient pas faire de cadeau à Oswald Nomeki, parce que, et ça n'a pas raté, j'ai pu lire quelques portions, à moins que j'ai mal compris, d'une dernière sortie de l'honorable Orden Aladati, président de la commission des lois, mais figure de proue quand même de l'Union progressiste, le Renouveau, oui. Très proche donc du président du parti, qui disait que s'il y a des gens qui suscitent les candidatures de façon précoce, si ceux-là, il s'avérait qu'ils sont membres de leur parti, et là, il y a alors une question de discipline à régler, qui sera réglée en leur sein. Ça veut dire que on comprend tout au moins que l'UP Le Renouveau, comme son président l'a dit, ne tolère pas que, hors des instances, des procédures statutaires du parti, que des gens se lèvent pour aller désigner. Donc on pourrait assister à une excommunication de, comment il s'appelle, Oswald Nomeki du parti Union progressiste, voilà, dans les prochains jours. Si c'est ce que prévoit les tests de l'Union progressiste, de Le Renouveau, si c'est déjà à cette étape, s'il y a d'autres étapes préalables, ce sera probablement fait, à moins que des échanges entre les différentes parties amènent à ce qu'on n'en arrive pas là. Mais ce qu'annonce en filigrane Orden Aladati, c'est quelque chose, c'est un schéma du genre. Donc moi j'estime que il faut maintenant attendre les jours à venir pour voir ce que Oswald Nomeki va dire officiellement, parce qu'il est en train d'utiliser là jusque-là des méthodes subtiles pour faire passer ses idées à lui. Tantôt on dit qu'il a dit d'abord ce qu'il avait déclaré et qui a fait problème, c'est toujours en cachette quelque part. Après sa passation de service, d'abord on n'a pas copie de sa lettre de démission, c'est au chef de l'État, mais ça n'a pas été publié. Sa passation de service, ça a été loin des caméras et des micros. Après, il y a une phrase qui lui est attribuée, on ne sait pas si c'est lui qui a dit, on dit c'est un aparté, qu'il aurait dit qu'il est prêt à défendre sa liberté d'expression et à défendre les aspirations du peuple. Après, on dit, il a dit que il n'a pas encore dit ce pourquoi il a démissionné. Est-ce qu'on sait qu'il deviendrait Premier ministre? Qui le dira les prochains jours. Voilà, donc, mais je voudrais dire une chose pour donc chuter à ce niveau, dire que il faut que l'ex-ministre Oswald Nomeki fasse très attention avec son rapport que je trouve extrêmement imprudent avec ce que j'appelle la parole politique, le discours politique, parce il n'est pas, moi je ne lui vois pas, c'est mon point de vue, je ne lui vois pas l'âme, je ne lui attribue pas l'âme d'un porteur de grands discours politiques. Je ne le classe pas dans la catégorie des gens qui se font valoir en politique par leur discours, par l'usage, la manipulation des phrases. Pensée. Très bien. C'est des gens, c'est quelqu'un qui a du flair, qui sait se faire les attaches qu'il faut, qui a de l'habileté politique. Certains parleraient d'opportunisme politique, mais et il y a des gens comme ça aussi qui réussissent banalement. Mais par exemple, son expérience, sa courte expérience de porte-parole du gouvernement, ça a été pour moi mitigé. Donc, on a compris que c'est pas le monsieur qui est la grande gueule, qui utilise les mots. Il y a des gens, par exemple, ce n'est que pas des petits mots qui peuvent désigner un adversaire, qui peuvent se propulser politiquement sans être forcément les meilleurs sur le terrain dans la réelle politique, la stratégie politique. Mais il y a d'autres qui sont de faits stratèges politiques, mais qui n'ont pas la maîtrise du discours, qui n'ont pas la maîtrise de la parole politique. Mais Oswald Nomeki pense de plus en plus qu'il peut utiliser, en tout cas son entourage peut-être lui fait croire qu'en utilisant les mots, par exemple, si c'était vrai qu'il a dit que lui préfère
laisser les avantages et défendre sa liberté d'expression et défendre les aspirations du peuple dans ces conditions, mais ça sonne faux. C'est-à-dire que il sait que des gens ne vont pas croire. Beaucoup de Béninois se demandent d'ailleurs, sur la base de ces déclarations qui lui sont attribuées, mais comment après 7 ans, 6 mois, passer pour être quelqu'un dans l'intimité du chef de l'État. D'ailleurs, Ishola disait l'autre jour, dans l'autre émission, il insistait chaque fois sur le fait que ne vous faites pas d'illusions, que Oswald Omeki n'a pas pu dire ce qu'il a dit là, sans avoir pris, ne serait-ce que sans avoir reniflé autour du chef, parce qu'on le sait, très proche du chef. Donc, il insinuait déjà, lui, que ce soit un saut dans l'inconnu. Voilà, quelque chose qui a été quand même goupillé. Mais vous savez que ça a eu un autre avantage, sa démission. Je ne sais pas si... Ah bon? Oui, je ne sais pas si... Dites-nous. Je ne sais pas si lui-même il a pensé comme tel, si son entourage qui a pensé sa démission avec lui a imaginé ça. J'ai dit d'ailleurs dans ma dernière chronique où que j'ai intitulé Retour à nos moutons, et j'ai dit que je ne sais pas s'ils l'ont pensé, mais moi je ne veux pas y répondre parce que comme le diraient les artistes depuis quelques temps, ça c'est en vogue d'ailleurs, mais le pour n'y régler le problème, donc que chacun règle ses problèmes. Mais j'ai dit une chose, est-ce que vous avez observé que la démission de Oswald Omeki a pu réorienter l'opinion publique béninoise à 75%, la détacher de la crise du Niger, où on voyait les implications les effets néfastes de l'implication du Bénin dans le bourbier nigérien. Sur le Bénin. Sur le Bénin. La perception sous-régionale du Bénin. Subitement observer que tout le monde s'est retourné vers ça. Et ça permet à un gouvernement de continuer à régler ce problème avec beaucoup plus de sérénité. Non, mais écoutez, mais attendez, non, ne me faites pas dire, c'est une stratégie qui est connue en communication politique. C'est-à-dire que la manipulation de l'opinion est tout un chapitre en communication politique. Mais maintenant, la différence avec vous, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui a été fait. Mais moi, j'observe que l'effet là a été produit sur l'opinion et c'est d'ailleurs ça qui a fait l'objet de ma chronique et je me suis dit, mais heureusement, nous revenons à nos moutons, c'est important, et j'ai ajouté que la saison nous l'impose. Alors, Ishola Digui, vous pensez que c'est une stratégie? Pourquoi? Est-ce que le chef de l'État ira jusqu'à obtenir la démission d'un de ses ministres assez proches pour réorienter l'opinion publique, pour détourner l'opinion publique, on va dire, de ce qui lui faisait mal? Non, écoutez, cela ne devait pas nous en émouvoir autrement, parce que j'allais le dire tout à l'heure, j'allais l'indexer même nommément, pour dire que Jules Léandre ne devait pas s'en émouvoir à partir du moment où il sait, je crois bien qu'il est dans le secret de Dieu, hein, il sait très bien comment est-ce que le régime, comment le régime actuel fonctionne. Non, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, je suis désolé. Il est dans le secret de Dieu. Je ne fais que rappeler un principe de communication politique. Oui, et j'ai dit dans ma chronique, est-ce que c'est ce qui a été fait, et j'ai fait l'option délibérée qu'on ne m'oblige pas à répondre à cet aspect, parce que finalement, Merokoko règle le problème, mais je sais que, tu es dans le secret de Dieu. Chacun règle ses problèmes. On regarde les éléments que tu sors, les éléments de langage dont tu fais usage, je sais bien, tout le monde peut se l'imaginer, le déduire, je crois bien. Mais répondez à ma question. Donc, le chef de l'État peut avoir prévu ça, ou bien ça c'est arrivé et puis il a voulu tirer les marrons. Non, c'est comme il a dit, ça peut être une hypothèse aussi parce que cela participerait, n'est-ce pas, d'une stratégie politique. Comme il a dit tout à l'heure, cela fait partie, n'est-ce pas, du principe de vase communicant et que on parle, n'est-ce pas, qu'on jette la démission de Oswald Omeki, n'est-ce pas, au sein de l'opinion, juste pour faire éluder, n'est-ce pas, ou bien le temps de faire oublier un tout petit peu la situation, la crise qui prévaut au Niger, où le Bénin est en mauvaise posture, etc., etc. Pour éviter tant soit peu les colibés sur le Bénin. Oui, c'est vrai, mais sachez que le pouvoir actuel fonctionne de cette façon. Voyez-vous, c'est ni vu ni connu, je vous embrouille. Et telle est la raison pour laquelle je dis on ne devait pas s'en émouvoir autrement, parce que nos amis qui sont de l'autre côté aussi, nous savons comment est-ce qu'ils communiquent. Et c'est bien cela. Lorsqu'il y a une situation, ils n'ont jamais eu le courage de venir faire face à l'opinion publique pour expliquer les raisons pour lesquelles on a démis. Est-ce que vous l'avez assisté à ça une fois? Quand vous lisez les communiqués du Conseil des ministres, vous les suivez à la télévision, à la radio, est-ce que vous avez jamais entendu parler des raisons pour lesquelles on a démis un ministre de la République? Jamais. Le cas Kenom est là.
On n'a jamais eu. Il y a eu d'autres cas. C'est vrai, voilà. Il y a beaucoup de cas d'ailleurs. Dans le cas d'espèce aussi, je parle du cas de Oswald Omeki, on ne doit pas s'attendre à ce qu'il y ait des raisons qu'on évoque, n'est-ce pas? Des raisons qui ont contribué ou qui ont amené, n'est-ce pas, le monsieur à démissionner. Et c'est comme ça fonctionne malheureusement. Hélas. C'est pour cela que les commentaires vont bon train sur les raisons probables. Ben, on parle de ce que le chef de l'État l'aurait sermonné, l'aurait admonesté, tous les thèmes vont y passer sans qu'on nous dise réellement ce qui s'est passé. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que ceci ne revient pas à la presse nationale de pouvoir combler ce vide? Parce que c'est quand même cela. La presse est là pour renseigner les populations. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais... Et presque à chaque fois, la presse abdique à ce niveau. Qu'est-ce qui ne va pas au niveau de la presse au plan national? Je ne parlerai pas d'abdication de la presse. C'est un système auquel on nous a accoutumés. Lorsqu'il y a une situation, comme je l'ai dit tantôt, on ne prend jamais la peine de venir nous en parler en profondeur, évoquer les raisons pour lesquelles, même lorsque vous allez vous mettre puisque vous ne à réclamez pistonner un peu, à remonter, n'est-ce pas, la mèche pour en savoir ou en découvrir les raisons, vous n'y parviendrez jamais parce que là-bas, on vous cache tout. On n'a pas intérêt à ce que tout soit mis sur la place publique, alors que c'est le peuple a droit à l'information. Et à ce niveau-là, moi, je n'accuse pas les confrères. C'est la situation actuelle, autre mœurs. C'est la situation actuelle qui nous amène à travailler de cette façon. Voyez-vous, chaque régime politique a la presse qu'il mérite. Et la presse, actuellement, telle que ça fonctionne, c'est le régime actuel qui a contribué, qui a œuvré à ce que cela fonctionne de cette manière, parce que ça l'avantage, écoutez, ça l'arrange dans une certaine mesure. Je ne reste pas péremptoire, mais quand même, j'analyse les faits, je décortique les faits à partir de ce que nous voyons tous, parce que c'est la crève l'œil aujourd'hui. Oui, mais est-ce que dans une telle situation ou dans un tel contexte, est-ce que ce n'est pas le rôle de la presse d'apporter la lumière là où il y a du flou? Est-ce qu'il n'appartient pas à la presse nationale d'aller à la recherche de l'information, quoi qu'il lui en coûte, pour nous dire, voyez, imaginez, à l'entame de l'intervention de Julien Kitty, je lui ai posé la question de savoir comment, de nous raconter un peu les circonstances de la survenance du fait. Mais il n'a pas pu, tout simplement parce qu'il n'y a pas eu droit. Mais est-ce que vous imaginez le nombre de personnes qui seraient intéressées, par exemple, par le ventre de cette histoire? Comment c'est arrivé? Mais pourquoi la presse n'arrive pas à vaincre, ce cadenas-là? La presse, écoutez, nous n'allons pas inventer la roue, Oui. Elle existe déjà. OK? Ce que je voudrais dire, excusez du peu, c'est-à-dire que nous n'avons rien à inventer. Et je l'ai dit tout à l'heure, le régime actuel a fait en sorte que la presse béninoise devienne ce qu'elle est devenue. Pourquoi ne voulez-vous pas être responsable de vos actes? Lorsque vous n'avez pas ni le pouvoir, ni le démissionnaire Omeki, aucun d'eux n'a eu le courage de venir dire à leurs parents. Mais pourquoi vous ne leur faites pas dire? Qui suivent la presse, les consommateurs de la presse, n'est-ce pas? Même après sa démission. Lorsqu'on lui a tendu le micro, vous avez vu les termes dans lesquels il s'est exprimé. Il n'a pas eu le courage de dire, voilà, j'ai démissionné effectivement parce qu'il y a eu ci et ça. Et de l'autre côté aussi, jusqu'à présent, nous avons servi les raisons pour lesquelles. Et depuis que le régime actuel est là, on nous a accoutumés, n'est-ce pas, à cette méthode que moi je trouve un peu nauséabond, n'est-ce pas? À chaque fois qu'il y a problème, on n'a pas le courage de venir dire aux populations, voilà les raisons pour lesquelles nous avons posé tel acte. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, c'est une manière d'aller rechercher cette information-là? La presse ira rechercher l'information. Vous savez comment la source d'information, vous savez toutes les difficultés. Vous savez mieux que quiconque toutes les difficultés que les journalistes ont à exercer leur métier avec l'avènement du pouvoir talon. Les difficultés sont à solutionner. Comment? En quoi faisant? Il faut les contourner. On n'inventera rien. Ou vous êtes journaliste, ou vous ne l'êtes pas. Mais vous n'allez pas continuer et pas nous refiler. Écoutez, Peggy. la rumeur. C'est pas possible. Peggy, soyons clairs.
La presse béninoise est aujourd'hui à rude épreuve. Et il va falloir, mais je le dis, je ne le dirai jamais assez, le pouvoir actuel a fait en sorte d'avilir la presse béninoise, de la bataille. Je ne vous laisserai pas dire ça, parce que vous-même, vous vous êtes rendu coupable d'un certain nombre de choses. Mais Peggy, vous l'avez dit tout à l'heure, est-ce qu'il a eu lui-même, est-ce qu'il a eu, n'est-ce pas, les éléments les plus probables pour, n'est-ce pas, vous étayer ce que vous lui avez demandé? Je vais vous répondre. Il est là, il n'a fait que mettre des hypothèses. Il n'a fait que mettre des hypothèses. À partir de ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un problème. Un problème qu'il ne veut pas reconnaître, parce qu'il est souvent dans les... Non, vous n'allez pas dire ça. Non, Julien Kitty. Non, je vais vous répondre. Je vais vous répondre. L'exercice que j'ai eu à faire, lorsque Peggy Ludovic Dagba m'a posé la question de savoir quelles sont les réelles circonstances qui ont conduit à la démission de Oswald Omeki, ce qui était déjà une question difficile, qui ne devrait avoir de solution qu'à l'issue d'une investigation. Ce n'est pas parce que je n'ai pas fait de l'investigation journalistique sur la question que l'exercice que j'ai fait tout à l'heure là est un exercice qui ne vaut pas la peine. Non, j'ai dit, c'est en toute connaissance de cause que j'ai fait rappeler le contexte légal des actes posés, d'accord? Ensuite, rappeler les faits tels que se sont déroulés et les différentes interprétations qui ont été faites. Et j'ai fait mes analyses. Là, ça devient subjectif. Oui. Maintenant, attendez, vous n'allez pas quand même confondre ça avec... Non, il n'y a pas de confusion à ce mais niveau. Permettez-moi de finir ma phrase et vous saurez si je... Vous n'avez plus la parole. Le micro est à Julien Kitty. Simplement. Allez-y. Allons-y. Bon, je trouve que ça n'est pas honnête que de refuser tout au moins qu'on fasse la démarcation entre quelqu'un à qui on pose cette question et il dit, avec les éléments qu'il prévient même qu'il ne peut parler que sur la base des éléments qu'il a à sa disposition. Et qui dit, je préfère rappeler les faits tels que je les ai vus et faire mon commentaire. Il faut pouvoir démarquer ça du travail de l'investigation journalistique. D'accord? Qui va bien au-delà de ça. Et la question que Peggy est en train de vous poser par rapport à la presse est liée à l'investigation journalistique qui va bien au-delà de ça. Et moi, Julien Kitty, je n'ai pas dit que avant de venir ici, j'ai fait de l'investigation journalistique et je n'ai pas non plus dit que le fait de n'avoir pas fait l'investigation journalistique signifie qu'elle est impossible. Ce qui fait la différence avec vous. Non, vous êtes en train s'il vous plaît. Sur ce sujet, je ne fais que ressasser toutes les difficultés que nous journalistes nous avons aujourd'hui à faire des investigations. Mais moi, j'ai envie de vous dire, vous avez je suis quand même. Maintenant, vous voulez laisser Julien Kitty parler. Oui. Alors, s'il vous plaît, laissez-le parler. Maintenant, arrêtez vos interventions. Soyons un peu. Attendons. Quand même, oui, je prends déjà Faïkous pour vous. Allez-y. Alors, je dis la question liée à la posture de la presse par rapport à cette matière-là. En cette matière-là, je dis à 75%, la presse est coupable, fortement coupable avec ses acteurs. Je vais vous dire. Vous voyez, c'est scandaleux que quand monsieur Djiguin parlait tout à l'heure, qu'il n'ait pas eu à aucun moment à mettre de bémol pour dire d'accord, j'accuse le régime d'avoir installé un climat qui ne permet pas aux journalistes d'exercer facilement le travail, le métier pour apporter les vraies informations, mais qui ne puisse pas dire, par exemple, au moins à 25%, qu'il y a un problème lié à la volonté, au courage, aux moyens que les journalistes devraient se donner, au professionnalisme qui devrait les conduire eux-mêmes à s'essayer à ces gens. C'est connu que vous fassiez une école de journalisme ou pas. On vous apprend dès le départ que l'investigation, l'enquête, ces gens-là font partie des gens majeurs. Et on vous dit en même temps combien de fois c'est difficile. C'est-à-dire que, et c'est pourquoi d'ailleurs dans votre question vous étiez en train de dire pourquoi la presse ne prend pas sur elle. Quoi que cela lui coûte, ça veut dire que vous savez que quand vous commencez par faire de l'investigation sur des choses que les gens ne veulent pas dire ouvertement, vous bousculez des intérêts. On ne vous facilite pas la tâche, on ne fait pas l'investigation pour avoir des facilités.
Et si on a, même dans tous les pays du monde, on a beau légiférer sur la question d'accès aux sources d'information. Mais le politique, l'administratif tend naturellement à vous fermer les portes de l'information. Et vous, votre professionnalisme vous amène à ouvrir ces portes-là, parfois sans que celui qui tient le poignet ne le sache. En quoi faisant? Oui, mais écoutez. En quoi faisant? Donc, donc vous voulez dire dans cette émission, je suppose, faisons attention. Faisons attention. Ceux qui nous écoutent savent que c'est des journalistes qui sont dans ce studio. Oui. On ne peut pas se permettre de dire que quand on veut faire de l'investigation journalistique, on a la facilité d'accès aux informations. Donc, vous allez dans des services, les gens devraient se dire... Alors, donc, il faut qu'on retienne une chose. Il y a une consoeur américaine, je vais me rappeler son nom, qui, dans un de ses livres, a dit, par exemple, que le politique et le journaliste sont comme deux époux condamnés à se marier, mais qui se promettent ciel et terre, mais qui sont conscients l'un et l'autre, qui se détestent, qui n'ont pas les mêmes intérêts. Vous voyez, un politique ne peut pas évoluer sans la presse. Sans un journaliste. Très bien. Mais le journaliste devrait savoir que le politique, tout en se faisant ami à lui, le craint. C'est que celui qui peut le déstabiliser, c'est le journaliste. C'est encore lui. Et donc, le politique a tendance à cacher ce qu'on doit dire. Est-ce que vous savez que, par exemple, même si on lit suffisamment les lois, la Constitution, les autres lois, le droit à l'information qui est érigé dans la Constitution, voudrait que quelqu'un qui porte une charge publique, lorsqu'il décide, contre toute attente, de dire « je ne la porte plus », qu'il puisse donner de l'information aux gens. Alors, lorsque le ministre ne le fait pas, mais le ministre a dû en parler avec quelqu'un. Forcément. Le ministre a un entourage. Vous avez parfois, le journaliste d'investigation, c'est lui qui réussit à avoir de source à les vraies raisons. Et quand il fait les recoupements, il fait ses agencements, quand il publie son papier, oui, il diffuse son enquête. Même le ministre qui veut cacher les informations, il se dit, là, il a eu les vraies informations. Franchement, chapeau. Et quand vous traînez ces gens de journalistes devant les tribunaux parce que vous pensez que ça va vous permettre d'avoir donc d'où ils ont eu les informations, pour le faire des procès du genre, ils ont touché à des documents confidentiels et tout, vous-même, vous savez que vous allez perdre le procès. Et même parfois, il y a des procès que vous gagnez contre des journalistes, mais ça se retourne contre vous dans l'opinion parce que tout le monde sait que ce que le journaliste a dit est vrai, mais parce que vous voulez contraindre le journaliste à livrer ses sources alors que lui, il a obligation de les protéger et la loi dit il faut le condamner dans ces conditions. Mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire par là, on peut dire que un régime, tout régime qui viendra jusqu'à la fin de nos jours, aucun régime ne va venir pour dire « Messieurs les journalistes, venez avoir accès facilement à ce que je fais. » Parce que celui qui est dans le pouvoir public et qui agit craint de faire des erreurs. Et quand il fait des erreurs, il n'a pas envie que vous mettiez à les sortir. Donc, lui, il a tendance à vous cacher ça. Il a même tendance à vous tirer. Pas le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'influence, passez pas vos parents ou bien la force publique pour vous amener à vous accoquiner avec lui. C'est l'essence d'un pouvoir d'État. Et si vous ne savez pas faire, il va devenir absolu, ce pouvoir. Mais j'ai souvent dit que la première source de sécurité d'un journaliste, c'est son professionnalisme. C'est-à-dire que je suis ami à vous, nous sommes politiques, vous êtes politique, je suis journaliste, d'accord. Mais on me dit que dans ma déontologie, même juste vis-à-vis de mon patron de presse, quand je vais là-bas pour chercher mon information, je la collecte, je vais la traiter, je sais qu'elle est vraie, je suis sûr de la véracité, je diffuse l'information, on me dit de dire le contraire, je dis non, clause de conscience. Mais l'investigation aussi, ce que mon vis-à-vis cela aurait pu évoquer et qui m'aurait mis à l'aise, c'est de dire, certes, dans une certaine proportion, le pouvoir n'a pas à travailler tous les jours à confisquer l'information publique. D'accord? Donc, on en a rajouté à aux difficultés du journaliste d'y avoir accès. D'accord? Mais si le journaliste même lui-même sait que il doit faire beaucoup d'efforts pour l'avoir, déjà naturellement, ça va être difficile
il n'aura qu'à renforcer, raffiner, sophistiquer lui aussi ses méthodes pour avoir accès à ça. Et c'est ça qui va contraindre le pouvoir public à dire il vaut mieux lâcher. Parce que en investigation journalistique, quand vous réussissez à sortir la vérité que les gens cachent et croient avoir caché avec tous les gros moyens, ils finissent par s'empresser eux-mêmes de vous appeler pour dire venez, on va vous dire ce qui s'est passé. Parce que vous les avez suffisamment très bien. traqués. Donc vous dites ce qui s'est passé par eux-mêmes les avantages mieux que d'attendre que vous alliez chercher parce que vous allez en découvrir plus. Et pire. Donc à partir de ce moment, il aurait pu dire par exemple, en tout cas c'est moi mon point de vue, je le dis, je ne parle pas à sa place. Vous voyez, l'investigation journalistique a un coût. Ce n'est pas que les techniques, la maîtrise par le journaliste des techniques. Deuxième chose, c'est la prise de risque. Il faut que le mental du journaliste, c'est pourquoi c'est pas tous les journalistes dans les rédactions qui se spécialisent en investigation. Non, vous mettez votre vie en danger, vous mettez la vie de votre famille en danger. Ça coûte beaucoup d'argent. Alors, combien de rédactions ont les moyens de détacher un journaliste, de lui donner de l'argent, les moyens pour être en train, parce qu'il peut pas être en train de faire le quotidien, d'aller faire tout ce qu'on fait là, et être sur l'investigation. C'est beaucoup de rendez-vous, c'est la nuit, le jour, dans la pluie, partout, et peut-être que l'information pour avoir la véracité de ce qui se passe à Cotonou, et peut-être qu'il vous faut voyager pour aller dans un autre pays. Peut-être que celui qui veut vous dire la vérité se trouve ailleurs. D'accord? Peut-être que pour rencontrer quelqu'un, je dis quelque chose de concret. Si quelqu'un doit vous parler, et vous dit, bon, pour que moi je vous parle, pour qu'on on me voit pas avec vous, on doit se donner rendez-vous à Lomé. C'est pas lui qui vous paye votre voyage. Et quand vous allez là-bas, si lui, pour vous parler, il a l'habitude de prendre un whisky de 75 000, c'est pas lui qui paye. Et si c'est autour de ça que lui peut vous dire ça, et vous y allez. Vous arrangez. Alors, il faut appeler beaucoup de personnes. Et il faut faire de sorte à ce que personne ne sache que vous êtes en train de toucher à cette information. Et finalement, vous sortez ça. Combien de rédactions sont capables d'offrir ça à leurs journalistes? Et j'aimerais finir en disant, l'histoire qu'on nous raconte dans les écoles du journalisme, ou bien dans les formations régulièrement, l'affaire Watergate. Mais les deux journalistes qui ont réalisé ça, je rappelle qu'ils étaient pratiquement comme ce que nous appelons ici des stagiaires. D'accord? Ils n'avaient même pas encore leur carte professionnelle reconnue par ce qui fait office d'autorité de régulation des médias là-bas. Et quand ils ont commencé par faire ces enquêtes-là, ils sont tombés sur l'informateur qui leur a donné l'information. Mais il faut qu'ils creusent pour avoir tous les éléments de justification. Mais ils étaient hors de la rédaction. Leur rédacteur en chef leur a permis ça d'abord. À un moment donné, tout le staff s'est réuni dans la rédaction pour dire mais ça fait beaucoup d'argent qu'on met dans cette affaire, la rédaction mais le résultat n'est pas là. Pas le résultat. Il vaut mieux abandonner. Donc l'entreprise de presse a finalement abandonné l'injection de l'argent dans ça. Ils ont fait maintenant un deal avec le directeur de publication qui personnellement mettait l'argent dedans parce qu'il y croyait. C'est ça l'histoire. Et ils ont continué. À un moment donné, ils sont devenus un peu comme des journalistes détachés de la rédaction. Comme si de vrai, c'est le dossier de leur carrière. Et lorsque finalement, ils ont sorti leur publication, quand ça a produit la démission du président de la République, qui confirme que, donc, l'information est vraie, la question était là maintenant de savoir qui leur a dit ça. Et jusqu'aujourd'hui, on n'a pas pu vraiment identifier la personne. Ils ont donné un nom à la personne. Mais ils n'ont pas pu l'identifier, ils ont gardé cette source. Et vous savez, ceux-là, l'histoire, c'est qu'ils ont eu d'office, sans prendre pas l'ascenseur régulier, ils ont eu d'office leur carte professionnelle. Et ils sont devenus célèbres. Ceux-là, un président de la République en fonction en ce moment, vous voyez tous les pouvoirs qu'il a, s'il avait il avait soupçonné. Une seconde. Il n'allait pas faciliter la tâche à CB, il n'a jamais facilité la tâche. Et ceux-là, on pouvait les tuer. D'accord. Donc, c'est pour dire que il faut que, s'il y a un régime qui arrive, peut-être qu'un régime après Patrice Talon va être plus dur que ça, en termes de liberté ou d'accès aux sources d'information. Il faut que les journalistes soient plus sophistiqués dans leurs moyens. Maintenant, qu'on aille vers des entreprises de presse, je comprends, le bémol, c'est que je vois que il n'y a pas suffisamment de moyens pour aller vers ça. Maintenant, on peut reprocher, je viens de faire reproche au pouvoir en disant, même le ministre lui-même a obligation de dire au moins ce pourquoi, selon lui, il part.
Mais sa parole peut être un mensonge. Ouais. Je ne dis pas que c'est un mensonge, mais il dira toujours ce qu'il arrange. Mais le journaliste, même si le ministre avait dit ça, devrait creuser Il doit pour aller creuser, savoir la vérité. contredire. Et si la vérité est contraire à ça, D'accord. le journaliste va le dire. Ben voilà, nous allons maintenant en arriver un peu à la suite du dossier par rapport à Oswald Lomeki, son avenir politique. On a vu son remplaçant Benoît Dato, qui donc a pris fonction. Quel avenir politique voyez-vous pour Oswald Lomeki? Est-ce que il va s'arrimer, comme vous le disiez tantôt, à Olivier Bokor, s'il en arrivait à être candidat, ou alors vous le voyez fini politiquement? Non, je crois que lui-même, il a donné l'orientation. Il a montré combien de fois il soutient, n'est-ce pas, son ami Bokor, Olivier Bokor, affectueusement appelé OB. Et à partir de ce moment-là, je ne crois pas que il puisse, n'est-ce pas, se mettre dans une posture qui pourrait, n'est-ce pas, le faire perdre en conjecture. Voyez-vous, donc il a choisi son orientation, il veut travailler avec Bokor Olivier, comme il a fait aussi pour l'avènement du régime au Patrice Talon, auquel il a appartenu jusqu'à sa démission. Et il continue d'appartenir au même régime, d'ailleurs, jusqu'à présent. Et donc, à partir de ce moment-là, je ne pourrais pas, n'est-ce pas, m'exprimer en termes de perte d'avenir politique. Vous savez, au sein d'un même parti politique. Vous dites que son avenir est lié alors à Bokor, et si Bokor n'était Oui, pas candidat, il ou encore si il était éjecté de l'Union progressiste, comme le prévoyait Julien Kiti. Non, moi, je ne le vois pas être éjecté de l'Union progressiste, parti de la mouvance présidentielle. Vous savez, c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, au sein d'un même parti politique, il y a plusieurs courants, hein. Il a parlé tout à l'heure de Oden Aladati, il a choisi son camp. On sait qu'il est proche du président Diogbenou. Donc, c'est un camp. Et voilà le camp également d'Oswald Lomeki et son ami, et Bokor Olivier. Et comment est-ce que tout cela pourra être réglé au moment où on parlera des primeurs, des primaires au sein du parti politique? Qui est-ce qu'il faut choisir? Je ne sais pas comment cela pourra être réglé, mais comme je l'ai dit, je vois toujours le chef de l'État détenir toutes les cartes en main et cela ne va pas se faire non plus par un coup de baguette magique, encore moins un tournement, voyez-vous. Donc, il lui appartient, n'est-ce pas, le plein pouvoir, n'est-ce pas, de choisir celui qui répond le mieux à ses aspirations, les aspirations qui seront bien évidemment compatibles à celles du peuple béninois. Au cas contraire, ils feront tous flop, hein, ils échoueront tous parce que leurs aspirations, n'est-ce pas, doivent être compatibles avec celles des populations. Sinon, ça ne marchera pas, comme on le dit concrètement. D'accord. Et donc, moi, je ne vois pas Oswald Lomeki être en train de se perdre en conjecture à partir du moment où il a choisi son camp. Et il ira avec toutes les conséquences. Son camp est clair. C'est Bokor Olivier. D'accord. Julien Kiti, nous descendons, nous sommes dans les dernières minutes de cette émission. Juste votre avis sur quel avenir politique prévoyez-vous pour Oswald Lomeki? En quelques secondes, on va dire. Non, Oswald Lomeki va... la question, c'est sous deux formes. Est-ce que lui-même, ça va le faire progresser? Est-ce qu'il va avoir une étoffe politique plus grande que ce qu'il a maintenant? Et j'observe d'abord qu'en plus de 7 ans de séjour au gouvernement, je n'ai pas vu sa carapace politique, purement politique, grossie outre mesure. Il s'est pas exprimé politiquement. Non, moi j'ai vu ce que les Ivoiriens appellent, excusez-moi l'expression, et que le ministre aussi m'en excuse, le bon petit du chef de l'État, c'est-à-dire du boss. Mais comment en arrive-t-il à se brouiller avec ce boss-là? Non. Il est le bon petit. Non, mais vous n'avez aucune preuve que il s'est brouillé. C'est-à-dire que... Mais il quitte le gouvernement. Oui, c'est son droit. Je vous l'ai dit, c'est son droit. Et le chef de l'État... On ne quitte pas un bon boss quand on est en amitié et quand tout va bien. Non, on peut quitter un boss. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a bruit.
Ça peut être qu'on veut passer à autre chose. Et un boss qui veut permettre à des gens d'exprimer leur ambition. Je pense que plusieurs fois, on a entendu le chef de l'État dire directement ou indirectement qu'au sein de son gouvernement, s'il y a des gens qui veulent exercer leur droit d'aller animer la vie politique, d'aller exprimer leurs ambitions et tout, ils sont libres, ils le disent, on les libère de leurs fonctions ministérielles. Mais si c'est le cas, par exemple, je pense que le chef de l'État... Donc, ce n'est pas à exclure. Non, ce n'est pas à exclure. Donc le chef de l'État, comme je l'ai dit l'autre fois, dont je célèbre l'élégance dans la manière de manager certaines questions, peut avoir dit, oui, mais monsieur Omeki, c'est bien, vous avez fait 7 ans, 6 mois à mes côtés, ça vous plaît maintenant d'aller dans l'arène politique de façon plus remarquable, allez-y. Merci. Maintenant, si après lui, c'est Olivier Boko qui l'intéresse pour qu'il aille soutenir, c'est son droit. Quand Olivier Boko sera candidat ou ne le sera pas, il avisera. Maintenant, au sein de l'UP Le Renouveau, je l'ai dit, Chola vient de dire, les gens peuvent s'entendre pour considérer que ce qu'il a dit est l'expression d'un courant, comme les autres aussi en expriment, et ça peut ne pas aller à son exclusion. Maintenant, je ne connais pas les tests de l'UP Le Renouveau. Les instances de l'UP Le Renouveau peuvent encore estimer que les tests permettent de le sanctionner, et ce sera leur décision à eux. D'accord. Merci à vous, Julien Piti. C'est vous qui clôturez en beauté cette émission en face de votre ami, on va dire, Chola Digué. Mon grand ami. Ça a chauffé un peu, mais je crois que la sérénité est revenue dans ce studio. Mais merci à chacun et à tous d'avoir été là. C'est l'actualité qu'il commande. À vendredi prochain. Le point 7. Le point 7. Votre émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale sur Diaspora FM 102.3. Diaspora FM. Diaspora FM, en direct de la Fondation Espace Afrique Civre de Glody. C'est le pied.